Bien, bon, donc nous allons reprendre ensemble cette seconde leçon, ce second cours. Je vous rappelle que la première leçon, nous avions parcouru ensemble tous les processus, ou une grande partie des processus dits hydrolytiques, qui via des réactions d'hydrolyse et de condensation permettent d'obtenir essentiellement des oxydes. Donc je vous rappelle très rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire en utilisant des précurseurs moléculaires, soit des sels, soit des alkoxides. On initie une réaction de polymérisation en créant des groupes hydroxyles sur un métal. Cette initiation peut avoir lieu selon les précurseurs, soit par simple ajout d'eau, soit en modulant finalement le pH de la solution, ce pH pouvant être modulé grâce à l'introduction d'acides et de bases, thermiquement également, mais également en utilisant des processus de type oxydoréduction. Et le séminaire qui suivra en fait ce cours sera essentiellement centré sur les aspects et les relations entre acidité, condensation, hydrolyse-condensation et réaction d'oxydoréduction. Donc en fait, dans les procédés hydrolytiques, on condense des systèmes de type oxyde ou de type hydroxyde, et ces procédés sont compatibles également avec, je dirais, des molécules organiques ou des molécules biologiques. En particulier, la chimie dite sol-gel hydrolytique présente un grand nombre d'avantages, des températures relativement basses de travail, 20 degrés très souvent, mais je dirais plutôt la fourchette 20-100 degrés, une chimie dans l'eau ou dans l'alcool, donc une chimie plutôt qualifiée de verte. On peut élaborer des sols et des gels amorphes, mais également des nanoparticules cristallines avec des morphologies très bien contrôlées. Cette chimie douce est compatible avec des biomolécules et des bioorganismes. Et en général, les précurseurs sont peu coûteux, pas tous, mais en particulier les sels métalliques sont peu coûteux. Et je vous ai montré la dernière fois que cette chimie permettait d'avoir accès à un grand nombre de compositions, de matériaux sous forme de nano-objets, de systèmes nanostructurés ou de gel également, et éventuellement de biogel. Alors, le rappel que je voudrais vous faire, et j'en arrêterai là pour les rappels sur les processus hydrolytiques, concerne plutôt la partie, je dirais, alkoxyde. Je vous avais dit qu'il y avait une réaction, tout d'abord d'hydrolyse, puis ensuite des réactions de polycondensation. Et en particulier, il y avait des grandes différences de réactivité entre toute la chimie sol-gel qui tourne autour du silicium. En général, c'est une chimie qu'il faut activer, le système est relativement lent, et la chimie de type sol-gel qui concerne plus particulièrement tous les autres éléments, et en particulier les métaux de transition, chimie où les systèmes sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus, où les réactions vont beaucoup plus vite, en particulier des réactions d'hydrolyse rapide, des réactions de polycondensation, et en particulier, j'avais énormément insisté sur ces réactions d'olation qui peuvent être facilement le moteur finalement de la précipitation ou de la formation des gels dans le cadre des oxydes de métaux de transition obtenus à partir des voies alkoxydes. Alors, évidemment, la chimie sol-gel hydrolytique n'a pas que des avantages. Elle permet la synthèse de matériaux amorphes ou mal cristallisés par la voie alkoxyde, donc on n'obtient pas forcément des systèmes de haute, je dirais, qualité cristalline. La synthèse d'oxydes métalliques, ce sont toujours des oxydes hydratés, puisque ce sont des synthèses dans l'eau, donc on peut être gêné justement par la présence d'eau ou d'hydroxyde en surface. La stabilité des nanocristaux et leur distribution de taille, en général, est bien contrôlée, mais il y a quand même des cas difficiles, et puis on est toujours dans l'eau, et finalement, l'eau, c'est quand même un réactif qui est loin d'être neutre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme apport, en fait, à faire des synthèses dans des milieux où il y a peu d'eau ou des milieux non hydrolytiques? Essentiellement, faciliter le transfert et la synthèse dans des milieux non usuels, qui en général sont des milieux qui sont peu compatibles avec les voies aqueuses, polymères hydrophobes, précurseurs hydrophobes, liquides ioniques, solvants perfluorés, des systèmes comme le CO2 supercritique, ou bien également effectuer des réactions sans solvant. En général, en voie hydrolytique, il y a une étape de fonctionnalisation organique qui est souvent nécessaire pour accéder finalement à ce genre de milieu. Également, un autre point sur lequel j'avais insisté, c'est la difficulté d'ajuster la réactivité de cations métalliques très différents, en particulier le silicium et le titane et tous les éléments de transition avec le silicium, les divalents avec... Donc il y a une difficulté à ajuster les cinétiques en fait, de polycondensation de ces systèmes-là. D'autre part,
Comme ces systèmes ont des réactivités très spécifiques, en fait, très souvent, par exemple dans un binaire silèse-titane, c'est l'homocondensation d'un seul métal sur lui-même qui est favorisée plutôt que l'hétérocondensation. Également, un autre point sur lequel j'ai insisté, qui me paraît important, c'est le fait que pour les cations métalliques de type alkoxyde de métaux de transition ou alkoxyde de l'étain ou de l'aluminium, eh bien, il y a des processus très rapides qui participent aux premières étapes de formation du solide, qui sont des réactions d'olation, et ces réactions d'olation augmentent la coordinance du système, et ce qui entraîne finalement un maintien difficile des cations métalliques en coordination basse. Alors, que peuvent apporter les processus non hydrolytiques, et qu'est-ce qu'un processus non hydrolytique ? Alors, je dirais que d'une part, c'est la formation de ponts métal-oxygène-métal dans un solvant qui est non aqueux. L'eau n'est pas le réactif en général, c'est-à-dire qu'il n'est pas présent initialement, mais dans certains cas, il peut être généré in situ. Alors, si on fait une classification, je dirais, de ces processus, il y aura les processus aprotiques, où là, il n'y aura pas du tout de groupement, pas d'eau, pas de groupement hydroxyle formé. Des processus qui vont être sans eau, mais qui vont être protiques, c'est-à-dire que intermédiairement, je vais former des liaisons métal-hydroxyde, et soit ils ne vont pas réagir parce que ce sont des systèmes trop encombrés, soit ce sont des systèmes très réactifs qui sont formés dans les états de transition et qui vont donner la formation de ponts métal-oxygène-métal, mais sans créer d'eau. Et puis en troisième exemple, des processus que je l'appelle non aqueux, et en général ce sont des processus où l'eau n'est pas le solvant, mais je peux générer de l'eau de façon in situ, et cette eau est consommée finalement au fur et à mesure de sa production, ce qui me permet de conserver des milieux relativement hydrophobes. Alors ces réactions sont souvent initiées par chauffage, en voici quelques-unes. Réaction par exemple d'un chlorure de titane sur un alcool pour former un oxyde. Alors, en éliminant, vous allez le voir, un alkyle, le chlorobenzyle. Donc, en partant d'un alkoxyde, par exemple, comme de l'hafnium, on obtient également l'oxyde correspondant en éliminant de l'éther. Un acétate sur un alcool, l'oxyde en faisant des esters. La chimie des composés carbonylés, je reviendrai sur ce point, en réaction avec des acides de Lewis tels que les alkoxydes de titane ou d'autres, permettent également d'obtenir en fait des oxydes, ou bien des réactions, je dirais, un petit peu plus complexes, où il y a des réactions, je dirais, des transferts de carbone-carbone au sein par exemple, de la molécule qui joue le rôle de solvant dans le cas présent, qui est l'alcool benzylique. Alors, les classer, en fait, ces réactions, il y a plusieurs façons. D'une part, il faut bien sûr chauffer dans la plupart des cas, et en général, la fenêtre de travail, je dirais, c'est l'ambiante, ou 40 degrés, jusqu'à 300 degrés. Et la plupart des travaux que j'ai pu répertorier dans la littérature, la plupart travaillent, je dirais, entre 100 et 200 degrés. Alors, en ce qui concerne le classement de ces réactions, ces condensations non hydrolytiques pourraient être classées en fonction des précurseurs et du solvant, donc les précurseurs qui peuvent être des alkoxydes, des chlorures, des carboxylates, des acétylacétonates, les solvants qui peuvent être très variés, de l'éther, des amines, des solvants carbonylés, des acides organiques ou de simples alcools aliphatiques. Mais en général, ces réactions sont classées non pas en fonction du produit de départ, mais un peu du produit qui est éliminé et le produit qui est éliminé au moment, en particulier de la formation du pont métal-oxygène-métal. Donc en général, les produits éliminés sont des halogénures d'alkyles, des éthers, des esters, des composés alpha-bêta insaturés. En particulier, il y a toute une chimie particulièrement riche avec des intermédiaires énolates, ou bien carrément des fonctions alcool qui sont éliminées, mais ce n'est pas l'alcool que l'on a au départ qui est éliminé, mais c'est un alcool qui est issu de la réaction d'oxolation. Alors, au niveau donc des réactions de condensation non hydrolytique, voilà trois exemples, je dirais, un petit peu les plus simples. Un exemple où on obtient un pont métal-oxygène-métal via une réaction d'élimination d'un halogénaire d'alkyle, une élimination d'éther à partir, je dirais, de deux alkoxydes pour éliminer donc une molécule d'éther et former un pont oxo. Dans ces deux cas-là, le pont oxygène provient de l'oxygène du groupement alkoxy, ou bien une élimination d'ester en faisant réagir un alkoxyde et le carboxylate métallique correspondant. Alors,
si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau historique dans cette chimie des processus non hydrolytiques, je dirais que, en fait, les systèmes non aqueux hydrolytiques ont démarré au début du XIXe siècle, en particulier par des expériences, je dirais, ratées. En fait, les chercheurs cherchaient d'autres choses que du non hydrolytique. En particulier, l'estérification de la silice en présence d'acide conduisait à la formation de gel, et forcément avec des quantités d'eau qui étaient isolées, qui étaient générées in situ. Ensuite, dans les années 50, le premier travail qui est vraiment non hydrolytique, c'est celui de Gerhard, qui avait utilisé finalement, je vais vous le montrer, des alcools tertiaires ou benzyliques pour faire de la transalcolyse, des réactions de transalcolyse sur les chlorures de silicium pour passer aux alkoxides, et l'expérience n'avait pas marché. Puis en fait, une série de travaux, soit par les groupes anglais avec des réactions qui mettent en évidence l'élimination des terres. Les groupes russes ont énormément travaillé, mais bon, ce sont des informations qu'on a eues beaucoup plus tard sur les réactions non hydrolytiques, vous voyez, dans les années 50. Également, à nouveau, les groupes russes ont regardé de façon un peu plus précise l'utilisation des réactions non hydrolytiques pour élaborer des précurseurs intéressants pour les matériaux de type oxyde. Mais je dirais vraiment l'impact dans le domaine des matériaux via les processus de chimie non hydrolytique a eu lieu grâce à un groupe français, le groupe de Montpellier, dont je vais revenir dans quelques instants, qui ont vraiment utilisé, je dirais, de façon contrôlée tous ces processus non hydrolytiques, en particulier les processus basés sur la génération de chlorure d'alkyle pour élaborer des matériaux. Ensuite, il y a eu des variantes à partir de ces premiers travaux, d'aller non seulement chercher des systèmes de base de type oxyde, mais également des composites et des hybrides. Puis, au début des années 2000, a commencé finalement une recherche intense sur l'utilisation de ces processus non hydrolytiques, non pas pour obtenir des gels ou des précurseurs de verre ou des précurseurs de céramique, mais pour aller directement à la recherche donc, de systèmes nanoparticulaires avec des fonctionnalités très variées. Alors, pour faire l'histoire de façon courte et simple, je voudrais citer le travail de Gerhard, qui est en fait le premier travail en non hydrolytique. Ce que Gerhard cherchait, c'était finalement de passer, par une voie de synthèse, je dirais, qui était assez commune, du chlorure à l'alkoxyde via des réactions de transalcolyse. Ça marche très bien pour les alcools primaires, mais lorsqu'on utilise des alcools tertiaires comme l'alcool tertioamylite ou bien des alcools de type benzylique ou du phényléthanol, eh bien, ce qui se passe, c'est que, alors, avec des rendements de l'ordre de 70%, on obtient des gels de silice. Alors, on obtient des gels de silice et le produit qui est éliminé est un produit, c'est un alkyle, un chlorure d'alkyle. Et vous voyez cette réaction-là avec des groupements réactifs comme les alcools tertiaires ou les dérivés de benzylique, eh bien, se fait dans des zones de température relativement basses. Tout simplement parce qu'un chimiste organicien verra tout de suite que ce sont des systèmes qui facilitent la stabilisation de carbocations. Et donc ça va bien se faire. Alors, justement, donc, dans les années 92, nos collègues montpelliérains, donc Robert Corrius et Hubert Mutin, André Vieux et Dominique Leclerc, ont utilisé finalement cette expérience qui n'avait pas marché dans le cadre de Gerhard pour développer une chimie des matériaux non hydrolytiques pour obtenir des oxydes. Donc différents types d'oxydes, et en particulier des oxydes de type silice, mais également des oxydes mixtes de type silice-titane, silice-zircone. En particulier, ces systèmes non hydrolytiques obtenus par génération de chlorure d'alkyle à partir d'alkoxyde de silicium ne fonctionnent, sauf quand on utilise un alcool tertiaire ou l'alcool benzylique, ne fonctionnent qu'en présence de catalyseurs de type acide de Lewis, comme du chlorure de fer. Et donc le passage, je dirais, de la silice obtenue par processus non hydrolytique au système binaire paraissait évident, puisque finalement le catalyseur, ça pouvait être en fait finalement le métal en fait, qui participait à la formation du binaire. Donc ça, ce sont des années 92, et quand on regarde de façon un petit peu plus détaillée le mécanisme en fait, de réaction
des alkoxydes sur des chlorures métalliques, eh bien on voit que l'état de transition est le même, que ce soit pour une réaction d'échange, une réaction d'alcolyse, que pour une réaction de condensation. C'est la formation donc d'une paire acide-base de Lewis. Dans le cas d'un échange de ligands, vous faites le trajet 1, 3, et vous passez donc au chloroalkoxyde. Dans le cas d'une réaction de condensation avec élimination d'halogénure d'alkyle, vous faites le chemin 1, 2, avec transfert justement de ce chlorure sur le groupe carboné et élimination de HCl. Alors vous comprenez bien pourquoi, finalement, ce sont les systèmes qui facilitent la formation de carbocations qui ont été les premiers mis en évidence. Alors, en particulier dans cet état de transition, vous voyez que les métaux, je dirais, métal quel qu'il soit et le titane, s'associent et donc génèrent finalement un système qui va être très homogène. En plus, ces deux types de réactions, ce sont des réactions de substitution nucléophile. C'est-à-dire qu'il y a un ligand qui rentre et un qui sort. Et donc forcément, ça veut dire que ce type de réaction va me permettre de conserver des coordinances. Donc si j'ai des coordinances basses au départ, eh bien à l'arrivée, j'aurai des coordinances basses. Alors bon, ce sont ce genre de méthodologies qui ont été utilisées par nos collègues, je dirais, de Montpellier, donc en utilisant soit des mélanges de chlorure et d'alkoxyde, soit également en utilisant de l'éther comme source d'oxygène, parce que la réaction de l'éther sur des chlorures génère en fait des chloroalkoxydes qui à nouveau réagissent et forment finalement des systèmes de type oxyde après élimination du solvant, en particulier des systèmes binaires. Et ça a ouvert finalement un grand nombre de possibilités intéressantes, en particulier parce que ces méthodes de synthèse permettent en fait de favoriser l'hétérocondensation. Et donc ça a été clairement mis en évidence par des méthodes spectrales et par RMN, ce qui veut dire que le système va être beaucoup plus homogène. Dans un système mixte, on va obtenir une homogénéité bien meilleure que par les voies alkoxydes classiques. Et donc, cette hétérocondensation favorisée, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Eh bien, d'une part, le fait d'avoir un système très homogène, ça va permettre, par chauffage de ces précurseurs précéramiques, d'obtenir des phases métastables ou nouvelles. En particulier, cette homogénéité va permettre de cristalliser des phases qui requièrent finalement une diffusion à courte distance des atomes limitée, puisqu'en fait le système est déjà très homogène, et également l'homogénéité en fait associée à l'hétérocondensation et la basse coordinance des cations vont faire que ces matériaux vont être particulièrement intéressants dans des applications qui concernent la catalyse. Alors, par exemple, des phases métastables de type pseudo-Bourkitt, Al2-TiO5, sont obtenues par chauffage en fait, de gel obtenu par processus non hydrolytique. Lorsque vous mélangez de l'aluminium alkoxyde et du titane alkoxyde dans ces rapports-là et que vous utilisez un processus hydrolytique habituel, la première chose que vous allez faire par chauffage, c'est peut-être un peu de phase, mais essentiellement du TiO2 et de l'alumine. Vous allez avoir un système qui va en fait phase séparée. Et également, en fait, ces systèmes intimement mêlés au niveau des cations permettent de générer des phases nouvelles telles que ce tungstate de zirconium, une phase qui est nouvelle, qui est obtenue par voie, je dirais, non hydrolytique, avec comme précurseur un solvant à base d'éther, et également de nouvelles phases, des molybdates à base de gallium. Donc en fait, ça c'est le premier intérêt, je dirais, de ces synthèses non hydrolytiques. Le second intérêt, je vous disais, c'est la catalyse. Alors je le répète, pourquoi? Parce que bon, ça permet de générer, forcément, toutes les méthodes Sol-Gel peuvent le permettre, des systèmes de grande surface, mais également ça permet de très bien disperser les catalyseurs, les cations, et surtout de garder des coordinances relativement basses pour ces centres catalytiques qui sont en général des acides de Lewis et qui fonctionnent justement parce qu'ils ont une coordinance qui est frustrée. Alors quelques exemples, vous voyez des mélanges très composites, des oxydes de titane et de vanadium dopés avec du molybdène et du tungstène qui sont utilisés pour l'oxydation totale des composés organiques volatiles tels que le chlorobenzène ou le benzène. Donc ce sont des systèmes qui sont très, très efficaces pour ce type de réaction. Ça, ce sont les évolutions du taux de conversion du benzène qui a été pris comme modèle à 300 degrés, vous voyez, en fonction du pourcentage de V2O5. Alors, les matériaux élaborés par des méthodes d'imprégnation, en général, se situent dans cette zone. Donc, vous voyez, la plupart des catalyseurs en voie non hydrolytique sont bien plus performants.
Également d'autres types de réactions avec des binaires de type silice-titane qui sont utilisés pour l'oxydation des sulfures par l'eau oxygénée. À nouveau, on a des taux de conversion relativement élevés, en fait, dans des temps de réaction qui sont relativement intéressants pour ce type de transformation. Et en général, l'eau oxygénée permet d'obtenir directement en fait, les composés de type sulfone. Donc ça, c'est une catalyse qui est importante au niveau, je dirais, environnemental. Et également, je ne vais pas vous passer en revue, je dirais, toutes les applications catalytiques, mais il y en a un grand nombre. On trouve donc des oxydes de titane, vanadium, pour la réduction des NOx par l'ammoniac. Également des hybrides oxyde de silice, oxyde de titane hybridés en fait, avec des groupements méthyl pour l'époxydation des alcènes, des systèmes qui sont très efficaces, ou également des systèmes ternaires, silicium, aluminium, molybdène, pour la métathèse des oléfines. La personne qui s'intéresse, je dirais, de façon très continue à tous ces problèmes de catalyse et de non-hydrolytique, c'est Hubert Mutin, donc c'est l'une des personnes que j'avais citées, et qui était à l'origine en fait, du travail en France sur les processus non hydrolytiques. Alors en ce qui concerne d'autres types de réactions non hydrolytiques, je voudrais vous mentionner un autre type de réaction qui a été bien répertorié, la réaction par élimination d'éther. Et donc les contributions principales, je dirais, aux réactions par élimination d'éther ont été apportées au tout départ par Bradley, en fait, qui s'est aperçu que certains alkoxides par chauffage ou par vieillissement pouvaient donner en fait des réactions d'oxydation par élimination d'éther. Mais le groupe qui a vraiment remis au goût du jour et où a poussé, je dirais, ce type de démarche vers la formation de matériaux, c'est un groupe russe avec Natalia Turova, Vadim Kessler et Maria Yaneskaya. Ce sont des chercheurs que j'ai connus à la fin des années 80 qui déjà utilisaient en fait les processus non hydrolytiques via la formation d'éther pour faire en particulier des précurseurs très homogènes, barium, oxygène, titane ou alcalino-terreux, oxygène et métal de transition, comme précurseurs très efficaces pour faire des céramiques ferroélectriques, etc. Donc déjà, je dirais, ces chercheurs étaient très très fortement impliqués dans le non-hydrolytique dès la fin des années 80. Alors cette fameuse réaction d'élimination d'éther, ce que je vous disais, c'est que Bradley l'a mis en évidence en fait, sur des précurseurs alkoxides, en faisant réagir l'alkoxyde de niobium sur le terbutanol, eh bien, il obtient des petits oligomères où on crée un pont métal-oxygène-métal et par élimination d'éther. Alors tout ça, ça a été confirmé grâce au travail de l'équipe russe qui, en utilisant, vous voyez, un alkoxyde de niobium, par simple vieillissement dans des conditions rigoureusement sans eau, eh bien, ils obtiennent à 80% cet agrégat, ce cluster, où vous avez déjà un taux d'oxydation qui n'est pas négligeable. Donc ça, là, au niveau analytique, c'est une manip parfaitement propre, et ça met bien en évidence, je dirais, l'utilisation, je dirais, d'une réaction par élimination d'éther pour former finalement un pont métal-oxygène-métal. Alors, les équipes françaises, comme celles d'Alain Mosset et Jean Galli, ont également utilisé ces réactions d'élimination d'éther pour obtenir des clusters oxo du titane, par exemple, qui ont été très bien identifiés par diffraction des rayons X. C'est un cluster que je vous ai montré déjà un certain nombre de fois, sur lequel nous avons travaillé au laboratoire et nous continuons à travailler dessus. Et donc, ce cluster est obtenu simplement dans de l'éthanol anhydre en chauffant à 100 degrés pendant 10 jours en ampoule scellée. On obtient également le cluster. Et au niveau analytique, eh bien, on voit que le produit principal de la réaction, c'est de l'éther éthylique. Alors, au niveau des matériaux proprement dits, donc pas simplement des clusters ou des précurseurs moléculaires, le premier travail qui met vraiment en évidence l'intérêt des réactions d'élimination d'éther pour la formation de nanomatériaux, c'est celui de Markus Niederberger, qui, en utilisant, vous voyez, l'alcool benzylique comme réactif, en présence d'un alkoxyde d'hafnium, par chauffage, obtient des systèmes parfaitement bien définis, nanoparticulaires d'oxyde d'hafnium, avec des systèmes qui sont très très bien cristallisés. Et donc, en fait, ça, c'est une première en fait, dans l'utilisation des réactions d'élimination d'éther pour obtenir des systèmes nanoparticulaires. Alors, pourquoi l'alcool benzylique et pourquoi Markus Niederberger ? Eh bien, en fait, si on remonte un petit peu dans le temps, en fait, l'intérêt de l'alcool benzylique et du processus non hydrolytique
a démarré finalement au cours de son postdoc chez Galen Stuckey aux USA, où ils essayaient d'obtenir des oxydes, pas forcément nanocristallins à l'époque, mais en faisant réagir l'alcool benzylique avec différents types de chlorures pour obtenir, vous voyez, des oxydes de titane qui, dans le cas du titane, cristallisent dès 40 degrés, ou bien des systèmes à base d'oxyde de tungstène ou d'oxyde de vanadium qui, eux, sont amorphes. Donc c'est pendant ce postdoc que le goût du non-hydrolytique est venu à Markus Niederberger, et en rentrant en fait ensuite en Allemagne, eh bien, il a démarré de façon systématique de nombreuses études dont je vais vous montrer quelques résultats, en utilisant tous les dérivés, je dirais, de type alcool benzylique, benzylamine, comme solvant pour ce type de réaction. Alors, l'utilisation en fait de l'alcool benzylique peut également être faite en présence de différentes sources de métaux, en particulier si on cherche des systèmes multicationiques qui vont donner lieu à des oxydes intéressants pour leurs propriétés ferroélectriques, par exemple. Donc réaction, par exemple, du barium ou du strontium dans l'alcool benzylique en présence de titane. Donc dans ce cas-là, on forme l'anion benzylate, qui va en fait être un anion très réactif qui va arracher, vous voyez, un proton ici. Et donc, en fait, vous allez, dans une deuxième étape, l'anion en fait, va venir s'additionner sur le carbone carbocationique, pseudo-carbocationique de l'alcool benzylique, et vous allez générer un premier TiOH qui, lui, va condenser de façon immédiate, je dirais, avec les groupements alkoxy voisins, et en générant, vous voyez, une molécule qui a été rallongée, je dirais, de 2 carbones via ce type de réaction. Alors donc, à nouveau, ces systèmes présentent en fait des nanocristaux, en fait, avec des qualités de cristallisation très très bonnes. Alors, justement, vous avez vu que la chimie en fait, des intermédiaires réactionnels, c'est une chimie qui est très proche, en fait, il y a beaucoup d'énolates. Donc c'est un peu intéressant parce que ça permet de coupler en fait, la richesse de la chimie organique du carbonyle en fait, avec la réactivité des composés benzyliques. En particulier, des réactions de type non hydrolytique, passant par des énolates, ont déjà été mises à jour, je dirais, de façon très très propre au niveau académique. Lorsque vous utilisez une source carbonylée, une cétone avec un alkoxyde, vous obtenez donc des forménols de l'acétone qui peuvent se transalcooliser. Et ensuite, l'énolate peut servir de nucléophile pour faire des réactions de ce type d'addition, puis en fait élimination pour aller former, vous voyez, un groupement à nouveau réactif TiOH qui va condenser pour former avec un groupement alkoxy voisin pour former un pont titane-oxygène-titane. Et donc ça, c'est un mécanisme qui a été clairement mis en évidence, par exemple, par Natalie Stenou pour la formation, je dirais, du plus petit cluster de oxo du titane qui comprend finalement 3 octaèdres de titane reliés par ce pont oxygène central. Alors, si on revient sur les réactions avec l'alcool benzylique ou les dérivés de l'alcool benzylique, eh bien, bien évidemment, on va avoir des réactions qui vont être assez semblables, des réactions, je dirais, d'addition en fonction de la nature du groupement porté par le groupe benzyle, qui peut être soit un groupement OH, donc ça va être l'alcool benzylique, ou une amine, ça va être la benzylamine. Et donc, on va avoir, ceci va donner naissance à ce type de réaction, qui vont donc former des produits qui vont être différents, bien entendu, soit de l'acétate de benzyle si je travaille avec l'alcool, soit de la benzylacétamide si je pars avec l'amine. Et ces types de réactions vont être également des sources intéressantes pour l'oxydation. En particulier, l'énolate va pouvoir jouer les doubles rôles. Vous savez, un énolate peut être à la fois un électrophile et un nucléophile. Bon, en présence d'un nucléophile, eh bien, l'énolate va jouer le rôle d'un électrophile pour en fait établir ce genre de réaction de condensation, générer un groupement hydroxy qui est réactif, et c'est lui qui va lancer la réaction de condensation. Via ce type de synthèse dans la benzylamine, vous voyez, eh bien, on peut obtenir en milieu basique des oxydes très variés, je dirais des oxydes de fer, d'indium, de gadolinium et de zinc, donc des oxydes qui en général préfèrent pour leur formation des milieux plutôt basiques dans ce cas-là. Alors, dans le cadre donc, de l'alcool benzylique, eh bien, l'alcool benzylique, cette fois-ci, l'énolate formé peut jouer le rôle de nucléophile. Hein. Donc, en fait, via la réaction, je dirais, inverse, on fixe l'énolate par transalcolyse et puis vous avez le nucléophile qui réagit sur le carbone, le pseudo-carbone
le pseudocarbone carbocationique du système benzylique pour générer, vous voyez, à nouveau, c'est le même type de mécanisme, pour générer un groupement MOH qui va condenser et former en fait des dérivés de type cétonique, pour lesquels on a rallongé la chaîne carbonée. Et donc, en utilisant ce type de synthèse non hydrolytique, eh bien, on peut obtenir, vous voyez, des systèmes type magnétite colloïdale qui, en général, sont assez difficiles à obtenir à des petites tailles dans les systèmes aqueux. Alors, tous ces composés carbonylés, cétones, aldéhydes, dans l'alcool benzylique, réagissent en général via leur forme énol ou énolate, par une première réaction de transalcolyse. Et en général, en fait, l'énolate joue le rôle d'un nucléophile. Alors, justement, Marcus Niederberger a cherché finalement, d'une part, des précurseurs moins coûteux que les alkoxides et des modes de synthèse, je dirais, dans des temps beaucoup plus raisonnables, c'est-à-dire qu'en général, les temps de synthèse de chimie non hydrolytique, ce sont des temps qui durent plusieurs heures, voire des fois plusieurs jours, mais c'est souvent plusieurs heures. Donc, dans sa démarche, il a d'une part cherché des précurseurs peu coûteux, donc des précurseurs à base de carbonyle, puisqu'il avait vu que cette chimie du carbonyle était particulièrement intéressante, alcool benzylique très réactif, et en particulier, il a associé cette chimie non hydrolytique à des processus de chauffage micro-ondes, et c'est ce qui lui a permis en fait d'obtenir, avec des précurseurs peu coûteux, des temps de synthèse courts, vous voyez, de l'ordre de 30 secondes à quelques minutes, des nanoparticules variées et parfaitement cristallisées. Et donc, bon, voici quelques exemples, donc des oxydes de cobalt, de manganèse, des oxydes de fer, des oxydes de barium. En fait, je dirais, il n'y a pas de vraie limite dans tous les systèmes de type oxyde via ces voies non hydrolytiques en présence d'alcool benzylique. Des systèmes qui sont très très joliment cristallisés, vous voyez ici du Fe3O4, des systèmes à base d'oxyde d'indium, des systèmes dopés étain-indium qui sont intéressants pour leurs propriétés électroniques, des systèmes à base d'oxyde de niobium, je ne sais pas si on voit bien la photo, mais c'est très très joliment cristallisé normalement. Également des nouveaux systèmes photocatalytiques à l'échelle nanométrique, en particulier obtenir des particules nanométriques de niobiate d'indium, c'était une gageure, donc c'est fait. Et en fait, les tests en photocatalyse de ce genre de précurseurs, vous voyez, sont largement au moins aussi bons, voire meilleurs que les références, je dirais, en photocatalyse, qui sont l'oxyde de titane dopé. Là, ce que vous voyez ici, c'est la dégradation d'un colorant sous irradiation pour le TiO2 dopé, et ici pour le précurseur nanométrique à base de niobiate d'indium. Vous voyez, il y a quand même une différence qui est nettement marquée. Alors, ces réactions, je dirais, dans l'alcool benzylique sont très très intéressantes parce que, en fait, le fait de chauffer l'alcool benzylique en présence d'acide de Lewis permet finalement d'ouvrir tout un pan de la chimie organique qui n'existait pas vraiment dans la communauté Sol-Gel. Et en particulier, l'alkoxyde utilisé peut servir de catalyseur, non seulement pour former des ponts oxo, ce que je vous ai montré, mais également pour transformer finalement, une partie du solvant, une partie du réactif in situ et pour l'utiliser finalement pour élaborer en fait des matériaux hybrides. Alors en particulier, l'yttrium et le tungstène, par chauffage de l'alcool benzylique dans ce type d'acide de Lewis, on obtient avec un très bon rendement en fait le benzaldéhyde et le toluène. Et puis cette réaction, en fait, c'est une réaction qui met en jeu des transferts d'hydrure. Alors c'est intéressant. En particulier la synthèse de benzaldéhyde dans le cas des oxydes de tungstène, parce que ça permet de stabiliser en fait des mésocristaux en fait, grâce en fait à l'absorption de l'organique sur la surface du cristal en croissance. En particulier, la réaction de l'alkoxyde de tungstène dans l'alcool benzylique, vous voyez, à des températures de l'ordre de 80 degrés, permet d'obtenir des oxydes de tungstène très fortement fibreux. Alors quand on zoome sur ces fibres, quand on regarde à une plus grande échelle, on s'aperçoit que ces fibres sont mésostructurées, elles sont organisées, elles sont formées de plaquettes, des plaquettes de formule W18O49, et ces plaquettes en fait sont juxtaposées, sont collées les unes aux autres par en fait mise en commun d'interactions pi entre les molécules de benzaldéhyde qui sont absorbées finalement sur la surface de l'oxyde de tungstène.
Alors si l'on utilise en fait des terres rares et que l'on chauffe un petit peu plus haut, eh bien on va plus loin dans la conversion entre l'alcool benzylique et le benzaldéhyde et on va jusqu'à former de l'acide benzoïque. Et ça, c'est ce que l'on fait en général lorsque l'on utilise des terres rares avec des températures, vous voyez, de l'ordre de 250 degrés. À nouveau, en fait, il y a une réaction par transfert d'hydrure, mais ce que l'on forme dans ce cas-là, c'est un benzoate. Et le benzoate, on sait tous que c'est un très bon complexant des terres rares. Et donc, ça permet de développer à nouveau des hybrides et des composites, vous voyez, à forme lamellaire, à base d'oxyde d'yttrium ou de terres rares. Et en général, bon, ce qui se passe, c'est que vous avez en fait à nouveau des cristaux nanométriques, et entre ces plans formés d'oxyde d'yttrium ou de terres rares, eh bien, vous avez les cations benzoates qui sont en fait fixés en fait, sur les oxydes et qui interagissent via les interactions pi des deux cycles aromatiques. Donc ça, c'est des vues sur l'oxyde d'yttrium, et ça s'obtient avec un très très bon rendement. Voici quelques microscopies électroniques sur d'autres types de terres rares. Donc c'est vraiment un processus général, du gadolinium, du néodyme, du samarium, de tous les oxydes d'yttrium dopés avec différents types de terres rares. Et donc à chaque fois, vous avez ces structures, donc ces cristaux qui sont des mésocristaux finalement, ces associations de plaquettes où le benzoate est intercalé entre les plaquettes. Alors quand vous pensez lantanite terre rare, forcément, je dirais le réflexe du chercheur, c'est de dire on va regarder du côté des propriétés optiques. Et alors là, du côté des propriétés optiques, ça a l'air d'être des matériaux assez intéressants, puisque non seulement les processus non hydrolytiques permettent de générer des oxydes dopés avec un minimum d'hydroxyle et d'eau, et en général, l'hydroxyle et l'eau, c'est une gêne pour la luminescence des terres rares. Vous avez des processus de relaxation qui diminuent finalement les temps de vie des terres rares. Mais vous avez également un second effet, le fait de faire ces matériaux hybrides en absorbant finalement des groupes aromatiques dans l'espace interfoliaire. Ces systèmes servent d'antenne, en fait, et vous avez un système d'amplification de l'émission de la terre rare. Et la plupart des matériaux élaborés par le groupe donc, de Pinan à Niederberger ont des photoluminescences qui sont comparables, je dirais, à celles de luminophores commerciaux. Donc ça ouvre vraiment d'autres possibilités dans le domaine de l'optique des terres rares. Alors où en est-on au jour d'aujourd'hui ? Eh bien c'est un petit peu la course en avant dans les processus non hydrolytiques. En particulier, il y a énormément de travaux qui sont faits, je dirais, en Chine, en Corée, au Japon. Et donc vous voyez, la base du processus et de l'étude en général, c'est une réaction par élimination de chlorure d'alkyle. Donc on mélange un chlorure de titane, par exemple, dans le cas présent, avec un alkoxide. Donc vous avez bien compris que ce qui va être éliminé, c'est RCl, donc c'est l'alkyle à ces températures-là, mais indépendamment donc, de ces réactions d'élimination de chlorure d'alkyle, on rajoute en fait des ligandes adsorbeurs inhibiteurs. En particulier, la plupart des travaux sont basés sur l'utilisation de deux types d'adsorbeurs. Un adsorbeur en général qui n'est pas trop sélectif mais qui va tapisser finalement le noyau pendant sa croissance, et en fait un acide, l'acide laurique en général, donc un tensioactif qui lui va être plus sélectif de certaines phases. Et donc c'est comme ça qu'on arrive de façon contrôlée, vous voyez, à orienter finalement le processus de croissance d'un oxyde de titane, obtenant au départ en fait ces octaèdres ronqués qui forment ensuite des balles puis des formes de diamants, et ensuite qui forment, vous voyez, ces espèces de tiges, des tiges boudinées pour former des tiges ramifiées. Et ce qui contrôle en fait ces étapes ici, c'est simplement, toutes conditions égales par ailleurs, le taux de complexance sélectif de l'une des faces de l'oxyde en croissance. Alors, d'autres types d'oxydes, bien sûr, ça ne s'arrête pas à l'oxyde de titane. Des oxydes de tungstène peuvent être faits par les mêmes procédés. À nouveau, vous voyez, acide oléique, oléilamine, toujours le même couple, des températures assez élevées, des nanocristaux, je dirais, bien calibrés, bien cristallins. Mais il y a un point qui me paraît important de souligner dans ce genre de démarche, c'est l'aspect procédé. La rampe de montée en température et la trempe derrière est très importante pour pouvoir justement isoler ces systèmes de façon bien calibrée. Et donc il y a un aspect procédé qui n'est pas décrit dans les publications et dans les travaux, mais à mon avis, beaucoup de
la réussite se joue énormément également dans l'aspect procédé. Alors, en ce moment, je dirais, c'est la grande course, ce que j'appelle la course au nanospinal, et il y a vraiment un grand nombre de travaux dans la littérature qui viennent en grand nombre d'Asie. Vous voyez des systèmes qui sont très joliment cristallisés, avec des systèmes multicationiques, sans eau du tout, hein, des spinels à base de manganèse ou de cobalt, donc des spinels de fer. Et à nouveau, quand vous regardez le détail de la construction de ces matériaux-là, le couple inhibiteur sélectif, je dirais tapis non sélectif, et le procédé sont des paramètres assez importants dans l'élaboration de ces systèmes. On voit même, je vous disais, le procédé est important, eh bien on voit même justement des études comme celle en fait faites par nos collègues coréens, où le procédé finalement d'introduction joue énormément finalement sur la morphologie des matériaux obtenus et sur les phases. En particulier, on trouve un grand nombre de travaux en non hydrolytique. Vous voyez, la réaction d'élimination, ça va être essentiellement une élimination à nouveau de RCl, un système où on alimente un bain d'oléilamine chaud avec un système à 2 pompes, et en fonction des débits des 2 pompes, eh bien, on va obtenir soit en fait des phases de type anatase, soit des phases rustiles. Ça, on arrive à le comprendre assez facilement parce que finalement, c'est une façon de gérer la microacidité du milieu, en fait, la vitesse. Par contre, on garde pour l'anatase des formes très fortement anisotropes, et les chimistes des solutions en phase aqueuse savent que l'anatase de façon très anisotrope, c'est quand même, je dirais, quelque chose de difficile à obtenir. Alors, ces processus non hydrolytiques vont plus loin, et je voudrais vous montrer dans le quart d'heure qui me reste, en particulier l'utilisation de ces processus non hydrolytiques, à la fois pour des compositions un peu particulières, pour réussir en fait à obtenir des hybrides qu'on ne peut pas obtenir par les voies normales, le travail en fait d'hydrolyse, de condensation pour former des oxydes dans des milieux particuliers, et puis également pour finir, je vous montrerai un ou deux procédés astucieux. Alors, des compositions qui sont intéressantes, par exemple, c'est des réactions associées à la formation des verres. En général, les verres sont très difficiles à obtenir sans alcalin. Par des processus non hydrolytiques, voyez, on peut faire réagir un alkoxyde avec cette triméthylxyborazine à des températures, vous voyez, de l'ordre de 60 degrés pour faire la première réaction, puis 600 degrés ensuite pour faire la pré-céramique qui conduira au verre. Et dans ce cas-là, eh bien, on obtient un borosilicate sans aucun alcalin. Donc ça peut présenter, pour certaines applications, ça peut présenter des intérêts. Et dans les intermédiaires, on obtient en fait des systèmes pâteux qui peuvent servir de colle. Donc ça, c'est une voie d'accès qui paraît, je dirais, assez originelle et intéressante. De même, des composés hybrides avec des molécules organiques à base de phosphore et d'azote de type polyphosphazène peuvent être, on obtient une très bonne homogénéité, puisqu'en fait, on est dans des milieux organiques. Et donc, par réaction à nouveau, donc, des alkoxydes correspondants qui permettent, donc, et du chlorure qui permettent de générer, via une réaction non hydrolytique, vous voyez, élimination du chlorure d'éthyle, des ponts oxo, et couplage avec les phosphazènes, ça permet d'obtenir des polymères hybrides de très forte homogénéité. Alors, également, au tout début de l'exposé, je vous ai dit, attention, les phases aqueuses, c'est très bien, ça présente beaucoup d'avantages, mais des fois, c'est difficile parce qu'il faut toujours fonctionnaliser pour pouvoir transférer finalement les objets formés dans des milieux hydrophobes. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par Hubert Mutin. Alors l'idée, c'est d'utiliser un processus non hydrolytique, une synthèse à partir d'un chlorure de silicium ou d'un mélange chlorure-alkoxyde, silice-titane, dans l'éther isopropylique qui va être la source d'oxygène. Par chauffage, on va former des chloroalkoxydes et on va obtenir en fait des nanoparticules, soit de silice, soit des binaires silice-titane, parfaitement bien calibrés, mais les fonctions alcool formées vont venir s'absorber finalement sur la surface. Donc cette surface va être relativement hydrophobe et donc va être facilement transférable dans des solvants organiques. Des solvants organiques qui vont être compatibles avec des polymères organiques. Et donc, par simple mélange en fait, du sol préparé par une voie non hydrolytique et d'un polymère, eh bien, ça peut permettre d'obtenir une dispersion homogène qui, par dépôt direct, va permettre d'obtenir, vous voyez, des films
où on a des particules hautement dispersées, pratiquement en éliminant, je dirais, toute l'étape de post-fonctionnalisation. Donc ça, c'est un des intérêts des processus non hydrolytiques. Mais il y a une des réactions que j'ai gardé sous silence jusqu'à maintenant, c'est la réaction non hydrolytique, je dirais, de formation, en fait, par exemple, d'un oxyde, la silice, l'exemple le plus simple, par réaction, par exemple, d'un acide et d'un alkoxyde correspondant. Donc si tout se passait très bien, vous voyez, eh bien, on peut avoir un processus parfaitement non hydrolytique pour aller former de la silice via, finalement, une réaction d'estérification, mais en sphère interne. Mais en général, les réactions qui vont les plus vite, ce sont des réactions d'échange, et vous vous retrouvez avec finalement de l'alcool et de l'acide dans l'eau, et ça, on sait tous ce que ça va finir par donner. De l'alcool et de l'acide, ça donne forcément de l'ester, et c'est une source d'eau. Donc les voies, je dirais, purement non hydrolytiques basées sur l'estérification, c'est possible, mais il faut prendre un certain nombre de précautions. Alors il y a deux solutions, enfin en tous les cas j'en ai deux. D'une part, faire réagir dans des conditions parfaitement anhydres des systèmes très réactifs comme l'alkoxyde et le carboxylate correspondant. Là donc vous pouvez avoir des réactions de sphère interne pour aller former de l'ester et l'oxyde de zirconium. Ça a été développé par des groupes en Allemagne. Ou bien une autre solution, qui est un peu vieille comme le monde, je dirais, mais que les gens des matériaux n'utilisaient pas, c'est finalement, au lieu de faire réagir l'acide, on fait réagir l'anhydride. Ce qui se passe, c'est que la première réaction, c'est-à-dire l'entrée de l'anhydride sur l'acide de Lewis, va libérer une molécule d'alcool. Et c'est cette molécule d'alcool qui, en solution, peut être gênante ensuite pour former de l'ester et de l'eau. Eh bien, le fait de travailler avec un anhydride, l'alcool qui est libéré, hop, est tout de suite piégé par la deuxième patte de l'anhydride. Donc, vous évitez finalement, via ce genre d'astuce, la formation d'eau, et donc vous pouvez, via une réaction d'estérification, au final, avoir la formation, je dirais, d'un oxyde avec un processus totalement non hydrolytique. Alors, ces processus en présence d'acides organiques ont été très très fortement étudiés par un chercheur qui travaille dans l'industrie, chez DuPont. En particulier, c'est Ken Sharp qui a utilisé en fait toutes les réactivités des alkoxydes dans l'acide formique. Donc je ne parlerai pas donc de processus totalement non hydrolytique, mais plutôt de non aqueux, puisque dans ce cas-là, je vous ai montré qu'il y a toujours de l'eau qui se forme via la génération d'eau in situ dans le milieu réactionnel. Mais comme la quantité d'eau est vraiment limitée, ou la formation de l'eau finalement est associée à sa consommation, eh bien ce genre de démarche permet finalement d'obtenir des matériaux assez intéressants. En particulier, ça permet la synthèse à partir de précurseurs organosilanes peu solubles dans les solvants, je dirais, polaires ou aqueux. Donc ça permet la synthèse en fait d'hybrides. En particulier, Ken Sharp a énormément développé la synthèse de gel étoile flexible à partir de ce type de précurseur, vous voyez. Et dès que vous avez donc des fonctionnalités silanes qui sont prêtes à réagir via, je dirais, une réaction d'estérification, mais c'est très peu soluble dans les solvants polaires, l'alcool ou l'eau. Et donc, en particulier, dès que la longueur de la chaîne carbonée augmente. Donc ça permet donc de faire cette chimie qui était difficile en fait en chimie hydraulique. Et également des composés qui sont assez intéressants au niveau applicatif, ce sont tous les systèmes fluorés, organosilanes fluorés, organosilanes encombrés, etc. Et donc l'acide formique est un très bon solvant de ce type de précurseur, et ce qui permet de faire cette chimie dans un milieu qui est compatible. Alors là, c'est juste un exemple qui vous montre en fait l'intérêt d'utiliser finalement ces processus non hydrolytiques pour modifier finalement les polymères. En particulier, vous savez que des polymères du type polydiméthylsiloxane sont des polymères fortement hydrophobes mais ne sont pas éoliophobes. Par contre, c'est très difficile de les imprégner ou de les solubiliser. Donc ce qu'a fait Ken Sharp, c'est qu'il a utilisé un milieu non hydrolytique à base d'acide formique, qui est un très bon solvant qui permet de pénétrer à l'intérieur, en solubilisant le précurseur de greffage, à l'intérieur de PDMS, et donc rendre compatible le précurseur qui va rendre hydrophobe le système. Et ce que vous voyez là, c'est simplement un polymère qui a été traité, donc qui est non seulement hydrophobe, mais aussi oléophobe. Donc ce que vous voyez ici, c'est une goutte d'hexadécane qui ne pénètre pas le polymère. Et ça, c'est la goutte qui a disparu dans un PDMS qui n'a pas été traité. Évidemment, le PDMS qui n'a pas été traité accepte facilement, finalement, les huiles. Alors, donc ces milieux, je dirais, en présence d'acide formique,
eh bien, ils ouvrent en fait des tas de voies dans l'élaboration des matériaux, des tas de modes de synthèse. En particulier, l'acide formique et les précurseurs sol-gel dans des processus que je classifierais, voyez, de non-aqueux, puisque j'ai toujours un peu d'eau qui est générée in situ, sont particulièrement intéressants pour élaborer des matériaux en présence de liquide ionique. Et donc ça, c'est le groupe d'André Vieux et de Jean Lebideau qui ont développé finalement tout un ensemble de matériaux basés en fait sur de la réaction sol-gel sans eau en présence de liquide ionique qui sont en fait confinés dans les matrices d'oxyde qui sont formées via ces processus non hydrolytiques. Et donc ce sont des matériaux qui sont intéressants comme électrolytes dans les cellules photovoltaïques et les piles à combustible, dans les membranes, les phases stationnaires et les catalyses. Donc il y a tout un domaine qui est exploré en ce moment par les collègues de Montpellier en utilisant finalement le couplage entre, je dirais, du sol-gel sans eau, du sol-gel non hydrolytique ou avec peu d'eau, pour être plus correct sur les termes, avec des milieux de type liquide ionique. Alors, les développements qui sont en train de se faire au niveau donc, de l'utilisation donc, des systèmes non hydrolytiques pour élaborer des matériaux, eh bien, je vous avais dit, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler dans des milieux qui, en général, sont peu compatibles ou difficilement compatibles avec les milieux aqueux, en particulier tout ce qui est milieu CO2 supercritique. Et donc ça, c'est un travail qui a été publié récemment, où on utilise finalement, vous voyez, une voie anhydride avec un alkoxide, donc là, c'est une voie sans eau, pour former des oxydes de titane dans des milieux en CO2 supercritique, donc avec des modes de croissance tout à fait particuliers, pour générer finalement des oxydes de titane en forme de bâtonnet ou en forme, je dirais, de tige. Et dans ces cas-là, ce n'est pas à nouveau du rutile, mais c'est de l'anatase qui est obtenu. Donc ça, c'est à nouveau l'intérêt de pouvoir transférer toute cette chimie de condensation pour former des oxydes, mais dans des milieux un petit peu particuliers. La formation également, un exemple qui m'a beaucoup amusé, c'est la formation de mousse. En particulier, si vous utilisez un précurseur, un acide base de Lewis, un chlorure d'aluminium, il n'y a pas plus simple, en présence d'éther, vous savez que vous avez ce complexe qui se forme. Et donc, par chauffage, en fait, de ce complexe, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir une réaction non hydrolytique qui va démarrer, en fait, la formation d'oxopolymères d'aluminium chloré et libérer, en fait, le chlorure d'alkyle correspondant. Les oxopolymères formés sont solubles dans le chlorure d'alkyle, et donc tant que le point d'ébullition du solvant est supérieur au point d'ébullition du solvant contenant le mélange au point d'ébullition du chlorure d'alkyle pur. Ce qui permet pendant un certain temps, d'obtenir en fait une séparation de phase entre les zones riches en polymères et celles riches en solvants. Donc ça permet déjà de créer une certaine porosité. Puis lorsque la température continue à augmenter, vous avez forcément un moment où la température dépasse le point d'ébullition du solvant, et à ce moment-là, vous avez formation de bulles qui forment une seconde porosité hiérarchique, donc des systèmes macropores. Et donc ça permet, vous voyez, d'obtenir des mousses d'aluminium de façon assez simple. Ça, c'est la mousse, je dirais, labo. Donc elle est jolie au niveau de la couleur, mais elle n'est pas très présentable. Ça, c'est la mousse commerciale. Et en particulier, ce sont des systèmes de très grande porosité qui peuvent être mis en forme et puis qui subissent des traitements. Et également, ce sont des supports qui, dans un second temps, peuvent être imprégnables pour modifier la surface, modifier sa fonctionnalité. J'ai trouvé un travail assez récent où ce système était modifié par en fait une couche d'oxyde de titane. Vous voyez, ça c'est la microstructure et la macrostructure de la mousse. Donc vous pouvez recouvrir finalement ces mousses avec une seconde fonctionnalité. Et j'en arrive donc à la fin de mon exposé en vous montrant un dernier exemple que je dirais les physiciens, s'il y en a dans la salle, connaissent très bien. C'est ce qu'on appelle l'ALD, Atomic Layer Deposition. Eh bien, l'ALD dans des conditions rigoureuses sans eau, ce n'est ni plus ni moins que des processus à nouveau non hydrolytiques. Ce qu'on utilise en ALD, c'est en fait du chlorure d'aluminium et un chlorure d'alkoxyde, ou ça peut être un chlorure et un alkoxyde métallique, à des températures, vous voyez, qui sont dans les 300 degrés. On fixe sur une monocouche, par exemple, de silicium, c'est-à-dire il y a toujours un peu de SiOH, le chlorure, et ensuite réaction chlorure et alkoxyde pour former en fait des oxydes. Ce que vous voyez ici, c'est la couche d'aluminium posée en fait sur une
déposés par ALD. Donc à nouveau, l'ALD, la plupart des processus ALD sont, au niveau de la chimie, de ce qui se passe sur cette surface, ce sont des processus principalement non hydrolytiques avec élimination de chlorure d'alkyle. Alors, j'en arrive en fait à la fin de mon exposé, et donc avant la pause, je vais vous présenter en fait le conférencier donc, qui va suivre. Donc c'est Jean-Pierre Jolivet, c'est un collègue et un ami. Donc il va vous parler, vous voyez, d'un aspect que je n'ai absolument pas abordé. C'est tout ce qui concerne la dualité, la complicité entre les électrons et les protons dans la chimie en fait. Des cations en solution aqueuse, et donc c'est les répercussions finalement de ce couplage et de ce mariage entre l'électron et le proton au niveau en fait des matériaux obtenus. Donc Jean-Pierre a été formé à Paris 6, il était professeur à Paris 6, directeur de l'ED 397, donc qui s'occupait essentiellement de la chimie des matériaux. Au jour d'aujourd'hui, il est professeur émérite, et c'est l'ancien responsable du groupe nanomatériaux inorganiques au sein de notre laboratoire. Donc ces thèmes de recherche, depuis, je dirais, que je le connais, donc ça fait un petit moment, ont toujours été centrés sur la synthèse et caractérisation de systèmes nanométriques, avec des caractéristiques contrôlées, la structure cristalline, la morphologie, la taille, l'état de dispersion. Le but, en fait, étant d'avoir une très très bonne maîtrise, finalement, de tous les outils de synthèse pour ajuster, finalement, la structure, la nanostructure des matériaux formés à la propriété physique qui est ciblée, et ça peut être très variable en fonction des oxydes, du magnétisme, de la catalyse, etc. etc. Alors, de nombreuses collaborations, bien entendu, puisqu'il y a pas mal de propriétés intéressantes, vous voyez, il y a forcément de nombreuses collaborations avec le secteur industriel qui ont été développées en fait, par Jean-Pierre Jolivet. Et ce que je voudrais ajouter, indépendamment de toutes ces recherches, Jean-Pierre est un très très bon pédagogue, et en particulier il a passé un bon temps, je dirais, à écrire 2 livres qui sont très très lus par les étudiants aujourd'hui. Je voyais encore ce matin ton livre traîner sur l'un des bureaux, très lu parce que finalement il y a eu un effort pédagogique et de compréhension de tous les aspects mécanistiques qui permettent d'aller, je dirais, du cation à l'oxyde dans ces 2 livres. Alors, Jean-Pierre Jolivet, c'est aussi un homme qui a des passions. Bon, sa première passion, c'est évidemment la chimie. Il en a d'autres, et d'ailleurs, il est en train d'écrire un livre en ce moment, là, une autre version de ce livre. Il a également d'autres passions, donc c'est juste un clin d'œil pour lui dire que malgré ses passions pour le jazz et pour le golf, je sais qu'il travaille durement à la préparation de son 3e ouvrage, qui va concerner, je dirais, à nouveau la chimie des cations en solution et les oxydes correspondants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.